Yaorana et Maëva, bonjour. On continue l'exploration du développement personnel, de la connaissance de soi. De plus en plus, j'aime utiliser l'expression cheminement ou voyage intérieur, voyage initiatique, avec tout ce que voyage initiatique peut signifier. Je trouve que le terme de chemin, cheminement, voyage est véritablement l'expression de ce que la connaissance de soi peut nous apporter. C'est-à-dire quand on part en voyage, on finit par avoir l'habitude de faire des voyages, on finit par avoir l'habitude de ce que cette initiation peut nous apporter. De manière très concrète, on prend l'habitude de prendre des avions, des enregistrements, préparer des bagages, s'habituer à un nouveau système. Par contre, il y a toujours des découvertes, une nouvelle forme de métro, une nouvelle forme de taxi, bien sûr une nouvelle ville, une nouvelle culture, une nouvelle alimentation. Et je trouve de plus en plus que cette image est une manière d'expliquer ce que la connaissance de soi peut nous apporter. On apporte des bases sur un mode de fonctionnement et on l'enrichit de nouvelles représentations. Donc on est sur une conscience par l'objet, par le fait, par la représentation. C'est un objet, c'est un morceau de pierre qui va aider en fait
blanc de bœuf, peut-être de noix, qui va représentation d'une réalité. Et qu'est-ce qu'on fait de cette représentation de la réalité qui va devenir peut-être effectivement, alors un topoi dans l'objet de ma thèse, mais aussi peut-être un stéréotype qui va contraindre et limiter le développement de la femme, notamment dans le fait de pouvoir avoir accès à l'eau. Et je trouve que l'entrée par le visible et l'invisible est toujours quelque chose de hyper intéressant pour comprendre l'émergence des idées. Alors, pour moi, il y a vraiment Wittgenstein qui est hyper intéressant sur qu'est-ce que c'est l'émergence d'une idée, est-ce que c'est l'émergence d'un langage ou est-ce que c'est l'émergence d'une pensée. Et aussi Merleau-Ponty qui nous pose la question de comment on catégorise notamment alors c'est très sommaire de le dire comme ça, de ce qui est visible, invisible, de catégoriser effectivement ce rapport à la fois au visible, au temps. D'ailleurs, Descola, dans son podcast, plutôt sa conférence que je vous invite à écouter, recite effectivement Merleau-Ponty sur cet aspect de qu'est-ce que c'est finalement penser l'anthropologie de la nature et pourquoi nous, entre guillemets, alors je dis nous parce que je suis dans mon parcours quelqu'un qui va représenter cette partie-là du monde, qui est l'Occident. Pourquoi tout d'un coup nous avons catégorisé effectivement ce monde, surtout pour évincer complètement toute une partie de l'anthropocène, du rapport à la nature, de la spiritualité qu'on taxe entre guillemets aujourd'hui de paganisme ou de multidéisme ou de polythéisme. Alors qu'une grande part de la population et de la tradition a toujours projeté une personnalité, un principe vivant dans l'animal ou dans le végétal. Et donc l'anthropologie de la nature nous pose effectivement la question de se projeter, de se considérer dans ce rapport à ce qui est visible et invisible. Et dans le livre, notamment Les formes du visible, ce qui est passionnant, c'est la place de l'image pour retranscrire ce qui est invisible et lui donner une forme visible. Et comment l'image devient la constitution d'un langage visible avec son propre vocabulaire, sauf qu'elle nous paraît moins accessible
parce qu'elle est moins normée à travers un alphabet, des mots, un dictionnaire. Même si aujourd'hui on sait très bien, grâce à notamment l'évolution des études, et je vais être très pour ma team, comme on dit, information et communication, autour de la sémiologie, la sémiotique, la construction de l'image, l'analyse à la fois du discours et de l'image, et tous les travaux qui permettent effectivement de pouvoir analyser l'image. Et vont faire un lien d'ailleurs entre image et langue, notamment, par exemple, une des bases, ce serait le signifiant, le signifié, la signification. Mais dans l'image, pas que dans le mot, pas que dans l'approche linguistique classique. Et ce qui est intéressant dans les travaux de Descola, c'est effectivement cette notion de qu'est-ce que c'est représenter cet invisible, est-ce que c'est le reproduire, et notamment commencer à reproduire des animaux, donc dans l'art pariétal, reproduire soi-même. Donc la place, par exemple, j'en ai parlé sur l'histoire du développement personnel, la place des inscriptions en fait de mains dans les grottes ancestrales, ou encore la figuration par la non-figuration, c'est-à-dire que je représente ce que je projette par de l'abstraction. Par exemple, je vais voir un esprit, je vais en faire un nuage dans ma représentation. Et bien sûr, les évolutions récentes de l'art, notamment moderne et abstrait, qui va être une représentation, par exemple, un carré va représenter, je dis complètement au hasard, une voiture, au lieu peut-être d'un rectangle avec 2 roues. Donc on est sur, il cite par exemple les travaux de Warhol, de Pollock, enfin de tout l'art abstrait, sur comment on projette une idée par l'abstraction, la non-figuration, et finalement cette non-figuration nous pointe clairement vers quelque chose que l'on reconnaît, ce qui est l'élévation propre du beau dans l'art, mais va aussi être la révélation d'une conscience. Et ce qui est intéressant dans l'art moderne notamment, c'est de se dire, quand on est face à une représentation d'art moderne, c'est qu'est-ce qu'on y voit chacun, ce qui peut amener un certain nombre de blagues et d'incompréhensions, mais aussi d'élévation. Et toute la notion de la conscience humaine, de la capacité de l'homme à se projeter dans cette figuration de l'invisible, c'est effectivement, pour moi, l'expression de sa conscience. Et c'est en ça, alors, que les travaux de Philippe Descola sont vraiment intéressants sur cette évolution à la fois du rapport à la nature. Donc, pareil, c'est un biais, mais c'est résumé et c'est une manière de l'exprimer, notamment le rapport pur et dur nature-culture, mais plus prolongé et plus profond, le rapport à la nature comme une multiplicité de témoignages de notre rapport d'être humain à notre extérieur et à ce qui peut nous paraître immatériel, surnaturel, familier, pas familier, scientifique, pas scientifique, et finalement toujours nous ramener à un système de valeurs qui va former notre propre, il utilise d'ailleurs le mot dans la conférence, notre propre cosmogonie. On pourrait dire peut-être notre propre mythologie, notre propre storytelling, en tout cas notre propre système de valeurs. Et je trouve que l'idée de penser l'histoire de la conscience humaine, c'est d'aller plus loin que notre propre système de valeurs. C'est de nous forcer à voyager pour justement comprendre d'autres systèmes de valeurs et voir comment ils peuvent nous aider à nous reconnecter à une part de nous, ou tout simplement à affirmer une part de nous. L'autre auteur qui va être le fondement en fait de cette approche, pour cette épopée de la connaissance de soi, c'est Frédéric Lenoir, qui a beaucoup travaillé notamment sur Carl Jung. Je pense que j'avais déjà évoqué aussi ses travaux en développement sur l'histoire du développement personnel, qui a fait un livre vraiment absolument formidable sur l'histoire du sacré, très documenté, très rythmé. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir comment il rythmait l'histoire du rapport de l'homme au sacré. Et c'est vraiment la notion de dire, mais qu'est-ce que c'est le sacré ? Et je trouve qu'il recite en fait très vite dans son livre Albert Einstein, et il nous dit finalement, Albert Einstein nous dit que c'est à travers cette notion du mystère que nous sommes humains, que nous avons de l'émotion, que si on oublie cette part sacrée mystique du monde, on n'est pas humain, on se coupe de la sève en fait de la vie. Et ce que montre Lenoir, c'est comment effectivement ce rapport intime au sacré, ce rapport
l'homus, l'homme sapiens, devient un homo spirituus. Je reprends ces termes, et là je vous invite à écouter le podcast, pareil, que je vous mettrai en lien, dans l'émission Métamorphose, où il reprend cette expression que je trouve formidable. Pourquoi l'homme sapiens est un homme spirituel? Alors, on se dit qu'on est les seuls à être spirituels parce qu'on est les seuls à conscientiser et à projeter véritablement des formes de continuité de nous, que ce soit à travers l'art ou juste le fait de construire des maisons, des routes, etc. Et on se dit que les animaux n'ont pas ça. Franchement, j'en doute. Je le remettrai en question personnellement. Je pense que les animaux et les végétaux ont une spiritualité aussi. C'est juste que nous n'avons pas accès à leur modalité d'expression de cette spiritualité. Mais voilà, c'est un point de vue personnel. Et je pense que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir sur les modalités d'expression, notamment dans l'invisible. Et l'Odyssée du sacré nous permet d'accéder à cette notion de comment l'homme s'est métamorphosé, s'est transformé dans son rapport au sacré, notamment pour organiser sa société, pour organiser son humanité ou son propre regard sur le monde. Et ce qui est fort, c'est de se dire qu'il a évolué sur une représentation assez, notamment totémique, c'est-à-dire un rapport à l'animal, mais aussi sur un rapport à la mort. Pour Frédéric Lenoir, les premières traces pour lui véritablement d'un homme spiritus, un homo spiritus, avec une conscience, c'est les traces de rites funéraires. Donc c'est vraiment le fait d'enterrer des morts, le fait de, par exemple, momifier un mort, de séparer ses organes pour faciliter l'âme, donc ça c'est dans la tradition égyptienne. C'est vraiment de dire notre rapport à la mort. L'autre élément, et ça par exemple Carl Jung en parle, c'est le rapport au sacrifice, les rites sacrificiels dans les sociétés, et se dire mais comment on a pu justifier finalement des sacrifices. Et en fait, quand on rentre dans l'enjeu de la perception du monde, on s'aperçoit qu'en fait le sacrifice est normal, voire une libération par rapport au cheminement de l'âme et ce qu'elle vient vivre sur Terre, et apprendre notamment à se sacrifier pour sa communauté, dans son corps, pour vivre autre chose sur d'autres peut-être plans, sur lequel on ne peut s'exprimer, mais qui pourtant pourrait exister. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette notion de sacrifice n'est pas du tout vue comme quelque chose de souffrant, horrible, forcément imposé, mais au contraire, un cheminement volontaire pour être au service de sa communauté. Et donc, l'ensemble de ces éléments font effectivement un rapport très intéressant de l'homme à son sacré et à quelque chose d'invisible. Pourquoi nous avons commencé à mettre en place des rites funéraires ou des rites de sacrifice avec une notion très forte de se dire si je le fais, je libère quelque chose qui est invisible. Et c'est là où rentre en fait maintenant le cœur du cours, ceci n'était qu'une introduction, sur comment des traditions sacrées et comment l'humanité a structuré un rapport au sacré pour mieux s'organiser, mieux se comprendre, mieux, je dirais, oui, s'étatiser, mais pas au sens état. C'est à la fois être un état d'homme et un état de communauté, et donc mettre en place notamment des lois. Alors pour le coup, là encore, n'étant pas historienne, je ne peux pas me permettre de dire telle cosmogonie est née en premier. Je ne suis pas d'ailleurs certaine que ce soit le sujet. On revient sur comment est née la conscience humaine, et est-ce que elle devient du Kenya parce que c'est là dont on a trouvé les premiers objets, enfin les objets les plus anciens. Est-ce qu'elle vient de là où on a trouvé les premiers hommes? Donc d'où viennent les premiers hommes? Ça reste encore une question aujourd'hui. Parce qu'on a des enjeux sur... pendant longtemps, ça a été Lucie. Aujourd'hui, on pense que c'est au Maroc. Enfin, il se passe pas mal de choses en fait sur l'enjeu de d'où viennent les premiers hommes. Donc d'où vient la première cosmogonie? Je préfère éviter de poser cet enjeu de cette manière. Je vais plutôt vous raconter en fait les cosmogonies qui, moi, ont participé à mon cheminement. On dit toujours on est meilleur quand l'on parle de son expérience et plus cohérent quand on transmet finalement ce qu'on a vécu, la clé de ce que l'on a vécu,
pour que chacun puisse mieux comprendre son propre cheminement, tracer en fait sa propre carte de voyage et surtout calibrer sa boussole avec sa propre nature. Et donc pour ceux qui me connaissent, eh bien ils vont être étonnés de savoir, de savoir par quelle cosmogonie finalement je suis rentrée dans le développement personnel et la compréhension des traditions sacrées. Alors juste, je fais un petit rappel. Cosmo, en grec, c'est la notion du monde, hein, c'est donc la notion de quand je suis dans le cosmos, je vois le monde et non pas le monde, ou la Terre, Terre-monde, monde-Terre, ou même univers, c'est le cosmos, l'ensemble de son mystère, et le gonos, qui est le fait de créer, procréer. Donc, quand je suis dans la cosmogonie, je me permets d'être dans la création de l'univers. Alors, bien sûr, l'entrée classique va nous dire « Ah, la cosmogonie, c'est une manière de penser la naissance de l'univers ». Pour moi, ce serait limitatif. En fait, la cosmogonie nous permet de créer, recréer, procréer continuellement un univers. Et donc, c'est de comprendre que nous sommes effectivement, encore en ce moment, dans une procréation perpétuelle d'un univers en développement. Et je dis encore en ce moment parce qu'il y a des thèses quand même scientifiques qui estiment que l'univers a un âge et qu'à un moment il arrêtera de créer et qu'il potentiellement il ira vers sa destruction. Bon, peut-être bien pour nous, peut-être pas bien pour nous, je ne sais pas, mais en ce moment nous sommes plutôt dans une phase toujours d'expansion de l'univers. Donc en pensant la cosmogonie, nous participons à sa création, sa procréation, à sa bonne santé, au fait de continuer sa croissance. Et donc ce voyage permet d'aller un petit peu partout pour justement se nourrir de ces cosmogonies. Et donc dans mon histoire, ceux qui connaissent un petit peu mon parcours savent que moi, le développement personnel de manière très consciente, j'aurais envie de dire Saint Thomas, vérité prouvée, vue par l'expérience et par les rencontres, a véritablement commencé en Polynésie. Par contre, avant ce trajet, on va dire, ce voyage, j'avais fait énormément de rencontres du fait de mon travail de thèse et de consultante, ou même d'écrivain, un peu partout dans le monde, et j'avais fait énormément de rencontres de troisième zone, quoi, de troisième rencontre d'un autre type, pas de troisième zone, parce que ça pourrait être mal interprété, d'un troisième type. J'ai pu rencontrer des gourous, des marabouts, des sorciers, des personnes dans différentes localisations du monde, plus ou moins remote, éloignées, en contact soit avec des tribus ou soit ancrées dans la société, qui m'ont pu parler de leur spiritualité, de leur héritage, etc. Pourquoi c'est étonnant que je commence finalement par la cosmogonie qui m'a le plus marqué, c'est qu'on pourrait se dire, ayant vécu moi véritablement une démarche d'acceptation de cette réalité du mystère, en Polynésie, on pourrait dire que c'est la première cosmogonie qui m'a guidée. Eh bien non, la première cosmogonie qui m'a guidée, c'est la cosmogonie indienne. Et par contre, je dois en fait cette guidance à un anthropologue dont je parle souvent dans mes travaux et même quand les personnes sont avec moi en formation ou en conférence, en atelier. Je parle souvent donc de Edgar Tetiaotupa, qui est un anthropologue marquisien qui vit à Tahiti et qui est un homme de lumière. Et quand j'ai commencé à vivre cette transformation personnelle, j'ai été très vite, voire quasiment immédiatement, de manière instantanée, exposée au mot mana. Et comme j'avais déjà rencontré Edgar pour mes travaux sur l'eau et la femme, que j'avais vécu énormément de communion intellectuelle et d'éveil grâce à lui, je lui ai tout de suite fait signe en disant « Mais Edgar, peux-tu m'expliquer ce que c'est le mana ?» Et j'ai adoré sa réponse. Il m'a dit « Nous allons prendre un café », sachant qu'en général, on se rencontrait plutôt chez lui parce qu'il a une merveilleuse bibliothèque. Là, c'était dans un lieu public, donc je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Et la première question, c'est, il m'a dit, qu'est-ce que c'est pour toi le mana? Et je lui ai répondu que je trouvais que c'était un élément indescriptible, quelque chose dont j'avais la sensation qu'il nous reliait, qui était un mot universel et qui était quelque chose d'intangible, de magique. Donc il m'a dit, c'est bon, on va pouvoir en parler. Et sa réaction, c'est notamment par rapport à ce qui peut se passer en Polynésie. Alors, j'espère que c'est au passé, hein, et je le dis aussi avec toute la bienveillance de ce que j'ai pu partager avec Edgar et d'autres personnes sur le mana en Polynésie. C'est effectivement, le mana a longtemps été
vu comme quelque chose de diabolique. Et ça, c'est un héritage religieux. Et donc, parler du mana peut amener un certain nombre de discussions assez crispées, voire violentes ou agressives, parce que le mana, c'est un objet du diable, soit le mana n'appartient qu'aux Polynésiens. Et en fait, ce que propose Edgar Tetiaotupa, donc notamment dans un article qu'il n'a pas publié justement pour éviter cette prise de position, alors aujourd'hui qui est différente, hein, on parle de ça, c'était il y a 10 ans, nous parle effectivement de la racine du mot mana, qu'il va chercher chez Firth et chez Conington, pour aller en fait remonter, j'aurais envie de dire le fleuve Gange, mais remonter surtout déjà la sphère linguistique austranésienne, et surtout aller chercher, en dehors de l'enjeu d'où vient la langue polynésienne, la racine sanskrit du mot mana, qui serait du mot manu, et le mot manu que l'on retrouve en tahitien signifie l'oiseau. Donc effectivement, est-ce que l'oiseau n'est pas souvent une symbolique de l'ordre divin, un messager entre le divin et les hommes? On peut penser par exemple à la représentation d'Hermès qui porte des ailes, hein. Lui va prendre la représentation. Alors, Edgar Tetiaotupa s'est beaucoup intéressé à l'héritage mexicain, et notamment le Quetzalcoatl, pour retracer en fait la propre légende polynésienne, qui est la légende de l'anguille, et la symbolique du serpent dans l'accession à la connaissance. Et quand il a été recherché la racine en fait du mot manu en sanskrit, il a retrouvé évidemment un des textes fondateurs, référence en fait de l'héritage indien au sens l'approche indienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail du brahmanisme, de l'hindouisme, du tantrisme, et j'en oublie un, c'est pas grave. Bouddhisme, voilà, merci, pour juste parler de cet héritage indien. Ce qui sont les lois du Manu. Pardon. Alors le Manu Smriti, que je dis probablement là aussi très mal. Alors, ce qui est important à comprendre, et ça va être très en écho avec la cosmogonie et l'héritage concret donné par la Polynésie, c'est que la Manu Smriti, c'est une série de lois. C'est une série pas de règles de conduite, mais d'explications de comment l'univers marche, avec notamment les grandes notions qui sont les plus connues aujourd'hui, la notion du dharma et la notion du karma. La répartition aussi de la société en castes que l'on retrouve chez les Polynésiens. Et en fait, quand personnellement je médite et je visualise les lois du Manu, je vois un homme, un être humain, pas un dieu indien. Et ça, je tiens à la distinction, parce que souvent quand on projette une tradition indienne, on va penser à Shiva avec Ganesh, Pavrati avec leurs bras, leur représentation totémiste reliée à un animal, où on va penser à Bouddha réincarné à côté de son arbre. Là, on est sur un homme, un être humain, quelqu'un qui appartient à la société, donc quelqu'un comme nous, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire quelqu'un d'existant, d'ancré dans son corps, qui par contre va être assez fort, assez puissant, avec une énergie masculine très forte, assez guerrière, plutôt de couleur bleue. Alors c'est intéressant par rapport à la représentation notamment de James Cameron et Avatar, qui, quand il va se connecter aux étoiles, au cosmos, va s'ouvrir en fait à la notion d'un univers qui le dépasse, va devenir plus vert, va devenir plus végétal, et va devenir aussi plus statique et méditatif, donc plus féminin. Et va devenir dans ce féminin, va ouvrir alors une autre figure qui est négative, mais pour le coup qu'on va prendre sous le terme positif, va ouvrir la boîte à Pandore, c'est-à-dire va ouvrir la boîte de la connaissance, va planter l'arbre de la connaissance, et va devenir donc plus statique, et va participer à l'écoulement ou au déroulement de la loi de l'univers, avec cet aspect féminin qui fait peur, parce que s'ouvrir à l'aspect féminin, c'est s'ouvrir au cycle lunaire, à la temporalité de la vie, et à l'acceptation que de multiples émotions, expériences vont toujours venir à moi. Mais là, si on revient sur l'image de qu'est-ce que c'est la connaissance de soi, je suis devenue statique, j'ai compris qui j'étais, j'ai entre guillemets planté ma maison dans mon corps, et je continue de me nourrir de nouveaux voyages. Et bien sûr, c'est mon interprétation, et c'est comment je peux visualiser le Manu. Les lois du Manu, c'est pas ça, hein, c'est des textes védiques. Si vous allez regarder les Védas, c'est des textes qui sont très longs, ils sont
alors j'ai envie de dire très beaux, mais ils sont aussi opaques et denses. Et ils forment la base de toute la tradition indienne au sens large, je reviens sur cette notion de sens large, qui nous arrive aujourd'hui de manière plus accessible, avec la notion de chakra, la notion d'énergie notamment, toutes les formes concrètes que l'on a d'accéder à cette approche-là. Et cette image que je vous ai donnée du Manu, c'est une manière de comprendre que le Manu, pour moi, et dans ce qui est aussi expliqué de cet héritage, il a été là pour poser un fonctionnement de l'univers pour aider l'homme à se comprendre et à s'organiser en société. Donc on va, avec les lois du Manu, organiser la société pour qu'elle soit au service d'une loi invisible, intangible, qui est la loi de l'univers. Et si on sait qu'on forme cette société en respect des lois, on va pouvoir aussi être en collaboration, co-interaction avec les autres personnes, enfin les autres éléments, les autres êtres, vivants sur Terre, qui eux aussi interagissent avec ces lois de l'univers. Et je pense bien sûr au végétal et à l'animal. Alors pour moi, on pourrait aussi mettre le minéral. Mais c'est souvent moins évoqué, et notamment là, je vais me mettre en fait dans l'héritage polynésien. Et on reviendra dessus. Donc c'est très intéressant et important de se dire que la cosmogonie indienne, dans ce qu'elle nous raconte, dans ce qu'elle nous propose, c'est un panthéon alors de dieux, mais aussi de textes qui vont permettre d'orienter et comprendre l'organisation du monde. Et c'est intéressant de se dire que ce texte nous parle de caste. La deuxième cosmogonie vers laquelle j'ai envie de vous faire voyager, et qui a donc été la deuxième avec laquelle j'ai été formée, sensibilisée, ouverte, avec laquelle j'ai voyagé, on n'est toujours pas en Polynésie, c'est la cosmogonie égyptienne. Alors on parle de religion pour l'Égypte ancienne, parce que les pharaons étaient les représentants de cette religion. J'ai re-regardé pour préparer ce partage, ce cours, comment c'était qualifié, et on parle effectivement de paganisme ou de polythéisme, puisque l'approche traditionnelle égyptienne, c'est ça, polynésienne aussi, nous parle de plusieurs dieux, donc les plus connus, Osiris, Isis, Horus, Thoth, ils ont chacun leur rôle, vont nous permettre, là encore, de nous organiser dans notre société, d'avoir différentes représentations de dieux pour différentes fonctions, notamment le rituel funéraire. Par contre, pour moi, quand je suis rentrée dans cette cosmogonie, religion, approche, je suis rentrée par l'image de la pyramide. Et la pyramide, notamment de Gizeh, qui est la plus connue, et qui est la plus intéressante parce que c'est celle sur laquelle on a le plus écrit, et puis on a vraiment une réflexion sur son architecture et sur son organisation. En fait, déjà, la pyramide de Gizeh, elle est double, c'est-à-dire qu'il y a une pyramide dehors et il y a une pyramide à l'intérieur. Et en fait, quand on rentre traditionnellement en tant qu'initié, on va d'abord vers le fond, on va vers le puits à l'intérieur pour ensuite remonter et faire cette notion d'ascension et rentrer dans différentes chambres, et notamment chambre de la reine, chambre du roi et sortie de la pyramide. Et en fait, cette approche de l'école, alors dont on nous dit qu'elle pourrait être l'école des mystères en Égypte, est aussi une manière de comprendre les règles de fonctionnement du temple, les règles de fonctionnement de l'initiation. Donc on en revient sur une cosmogonie qui organise le monde et qui nous donne des lois. Dans un de mes premiers cours que j'ai reçus quand j'ai commencé à travailler sur l'eau, c'était, et notamment Bernard Barraquet, mais je pense aussi à Sacha Brioleski qui a travaillé à Suez, qui expliquait qu'un des premiers états de notre société, de notre humanité, c'est l'Égypte. Et pourquoi l'Égypte a dû s'organiser? Notamment pour s'organiser autour du fleuve Nil et de ses moussons, qui étaient tout un enjeu de gestion très fort, puisque le fleuve sortait véritablement de son habit, et que la société, pendant 3 mois, devait vivre une autre vie. Et c'est notamment un des éléments qui est donné dans des documentaires qu'on peut considérer comme non scientifiques, voire farfelus, mais qui sont intéressants à entendre, qui nous disaient que cette société, elle passait 3 mois en parallèle du fleuve pour prendre du temps à noter et à constituer des savoirs. Donc est-ce que c'est pas aussi une manière, là aussi, de construire sa conscience et sa connaissance, ou en tout cas de s'organiser autour d'une cosmogonie commune et prendre le temps justement de construire cette société et cette accession à la connaissance de soi. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte, elle va nous ouvrir vers les héritages notamment gréco-romains,
Je dis toujours le sphinx, hein. Le sphinx, c'est un héritage grec, l'énigme, et pour autant, c'est la Grèce qui nous en parle, donc c'est intéressant de se dire. Pour moi, ça va nous permettre aussi de parler du syncrétisme qui a eu lieu notamment sous Ptolémée, autour de la divinité Sérapis, qui est une divinité que l'on retrouve à Rome, hein, la Via Sérapis, avec des temples, ou qu'on retrouve en Égypte, et dont on entend bien sûr Apis, voilà, le rapport au dieu Apis égyptien, et j'aurais même envie de dire, moi, le rapport à l'histoire de Osiris et de Isis, qui va, là encore, écorner largement l'origine du christianisme, puisque pour certains, Sérapis est un des premiers mythes fondateurs de ce syncrétisme. Hein. Donc syncrétisme, c'est le fait de construire une religion commune entre 3 régions qui doivent s'unir à l'époque autour de l'unité méditerranéenne, hein, la Grèce, Rome et l'Égypte, va devenir cette divinité syncrétique pour pouvoir unir ces peuples. Et ensuite, le christianisme qui va avoir sa propre histoire, alors avec ses différences, mais dont certains estiment que peut-être il va utiliser ces héritages-là, ces héritages païens, multidéistes, pour construire le monothéisme. Donc c'est une manière là aussi de poser la question de comment la spiritualité, la cosmogonie, l'histoire que l'on raconte de la création du monde ou juste de l'organisation du monde nous lègue toujours, et ça c'est important, des lois en commun pour nous organiser et pour continuer l'organisation du monde. Derrière l'organisation du monde, c'est l'organisation de nous. Bon, allez, on arrive enfin en Polynésie, la 3e cosmogonie auquel j'ai pu être formée et surtout sensibilisée, nourrie. C'est évidemment la cosmogonie polynésienne, alors qui est arrivée finalement assez tard dans mon enseignement. Alors grâce à Edgar Kekautupa, grâce aussi à l'association Aororo et à ce qui se passait à l'époque au Fariapé. Patrick Amaro aussi, que j'avais eu la chance de rencontrer avant son décès. Mais aussi, j'aurais envie de dire, les travaux de Libor Prokop, qui a beaucoup, qui a fait, alors je ne sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, mais qui a fait énormément d'activités pour expliquer justement, enseigner la cosmogonie à la Maison de la Culture en Polynésie, ou encore Sonny Walker, et avec lui l'expédition Fafaité, qui ont effectivement, qui partagent énormément de savoir sur qu'est-ce que c'est la construction de la cosmogonie, du savoir sacré, de la position de l'homme polynésien dans son monde. Et donc on a bien sûr l'approche, là encore classique, qu'on retrouve dans Disney, qui est le panthéon des dieux polynésiens, voire maori. Clairement, ce que nous enseigne Vaiana, c'est que Maui est le dieu le demi-dieu le plus consensuel de l'ensemble du triangle maori. Quand chaque île, chaque région a sa spécificité. Et c'est important de dire que la cosmogonie polynésienne structure une surface géographique, pour moi, la plus importante de l'ensemble des cosmogonies dont on parle. Même si l'Inde a un rayonnement très fort, un rayonnement de terre, et un rayonnement très actif, très, très fort aujourd'hui dans nos pratiques actuelles, je trouve que la Polynésie, de manière concrète, couvre quand même une zone géographique qui part alors de Hawaï, mais certains estiment qu'on pourrait aller pousser jusqu'en Alaska. Et quand on voit les ressemblances, effectivement, ça peut être intéressant de se poser la question. En tout cas, officiellement, Hawaï, Nouvelle-Zélande avec la Micronésie, la Mélanésie, derrière, pas très loin, l'Indonésie, c'est intéressant. Et ensuite, l'autre côté, l'île de Pâques, et donc du coup aussi les rives, notamment Chili et Pérou, dont on sait qu'elles vont nous ouvrir vers d'autres traditions, par exemple Mapuche, en Amazonie, etc. Et au milieu, la Polynésie. Donc c'est une zone qui est juste, mais phénoménale en termes de taille, en termes de puissance. Et c'est l'élément eau, l'élément pacifique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la cosmogonie polynésienne qui est passionnant? On retrouve un système de caste, on retrouve un système effectivement de karma, ça s'appelle le Utu Muru chez les Polynésiens, alors désolé si je le dis mal. On retrouve un ensemble de lois qui édictent, c'est très présent encore aujourd'hui dans la société hawaïenne et encore plus dans la société néo-zélandaise. Je trouve que c'est formidable ce qui se passe depuis, alors pour moi 10 ans, mais quand je regarde les ressources, c'est quand même, ça s'est vraiment mis en action depuis 10-15 ans, une émergence très forte en fait des concepts
de la tradition maori qui va organiser désormais, réorganiser peut-être, ou se retrouver, enfin en tout cas reprendre une place dans l'organisation concrète de la société maori et néo-zélandaise actuelle. Il y a un nombre de textes qui sont en train de sortir, enfin qui sont sortis et qui continuent de sortir, sur effectivement les concepts, voilà, c'est un mot qui n'est pas maori, hein, mais bon, voilà, j'utilise un mot français. Je dirais plutôt les piliers, les pierres qui forment l'organisation de la société en commun, et dans un seul but, déjà faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble, mais surtout respecter l'ordre cosmique, l'ordre invisible, l'ordre, voilà, la loi qui nous dépasse, l'ordre de l'univers. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on retrouve le mana hein, dans les piliers notamment de la société alors néo-zélandaise, mais on va la retrouver dans les autres sociétés du triangle maori, hein, cette notion de mana, le Otumuru, et on retrouve aussi le tapu, qui a été réemprunté, réinterprété par les Occidentaux, et dont on se demande si l'interprétation est bien sûr enfin, pour moi, elle n'est pas authentique, elle n'est pas réelle. C'est mal interprété. C'est horrible de le dire parce que je ne suis personne. Oups, pardon. Désolée. Mais oui, voilà, c'est quand on voit comment tapu est devenu tabou, est devenu un interdit, on se dit ok, il y a une vraie non-compréhension sur qu'est-ce que c'est qu'un tapu. Donc c'est intéressant de se dire, et pareil sur l'approche de qu'est-ce que c'est le totem. Alors pour le coup, si on revient sur par exemple les travaux de Claude Lévi-Strauss, je trouve que le rapport au totem est beaucoup plus intéressant chez Lévi-Strauss que chez Freud. Voilà, bon, on a bien compris que j'apprécie moyennement les travaux de Freud sur ces sujets. Freud a d'autres apports, mais pas sur ces sujets-là. En tout cas, à mon sens, il a réduit énormément de notions venues de la Polynésie, venues des Maoris, à des artefacts intellectuels pour justifier probablement sa propre approche et ce qu'il a pu léguer d'intéressant à la psychanalyse, alors que réellement, derrière la notion de tapu, la notion de totem, il y a une organisation beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante de l'ordre social, de la psychologie sociale, de l'histoire du lien social, du moina. Hein. On revient sur cette notion du moina que je vous invite à redécouvrir avec le formidable film Tuhei de Edgar Tetiaotupa et les travaux de Edgar Tetiaotupa. Ce qu'on peut expliquer en tout cas de la cosmogonie polynésienne, c'est qu'elle nous rappelle aussi l'importance des lois, l'importance du respect du collectif pour mieux comprendre sa participation en tant que personne, aller vers son potentiel à soi, aller vers son tahua. Alors tahua, je le dis avec des guillemets et avec beaucoup là aussi de vigilance, parce que là je l'emploie au sens votre potentiel, votre expertise, pas au sens le tahua, celui qui occupait une fonction très spécifique dans la société polynésienne. Et c'est vraiment l'idée de reprendre son potentiel, sa nature, au service, là encore, du collectif. Donc c'est en structurant le collectif qui est structuré vers la loi, par la loi invisible, que je peux moi-même me structurer et ensuite participer à la structuration de la société. C'est ça qui est hyper intéressant. Nous posons ensemble des règles que nous comprenons et qui viennent en fait de l'univers pour pouvoir nous comprendre et ensuite rentrer dans le flot. Ça me fait penser, moi, à une des citations de ma grand-mère qui disait toujours « Tu es une rebelle avec des règles. Tu es une rebelle, je ne sais plus sa phrase, une rebelle classique. » Ça m'a fait rire, c'est ça, une rebelle classique. Et c'est vraiment cette notion de j'exprime ma liberté, mais dans un précaré, dans un territoire, dans un monde. J'exprime mon voyage dans une planète qui s'appelle la Terre. Et c'est une manière de comprendre ce que peut nous apporter là aussi 3 grandes cosmogonies qui nous parlent finalement du même rapport du collectif à l'invisible pour mieux orienter chacun d'entre nous. Et non pas le rapport du collectif qui essaye de nous enfermer dans le collectif. Allez, petite... La 4e qui va être cosmogonie, qui est intéressante et qui va nous relier à la Polynésie, qui va nous poser la question de comment cette aire géographique d'Océanie a pu naître, mais là on en revient encore sur la distribution d'hors monde. C'est effectivement l'héritage aborigène australien, le temps du rêve. J'aime beaucoup moi l'expression en anglaise parce que je l'ai appris en anglais, qui est le dreaming. Je trouve que, je sais pas pourquoi, je trouve que ça a plus de sens que le temps du rêve en français. Et c'est là encore l'enjeu de la vision, la visualisation, l'intégration des messages et des images pour en fait en faire un projet collectif et surtout une vision holistique du monde
où l'ensemble des êtres vivants participent. Et les êtres vivants, c'est à nouveau les animaux, la montagne. C'est intéressant de se rappeler que chez les aborigènes, la montagne a une personnalité. Les animaux, les végétaux, j'ai oublié. Donc on est vraiment sur une vision, là aussi, holistique du monde. Et à travers cette pratique, ces rituels, nous allons, là encore, pouvoir mieux nous orienter et nous structurer pour ne pas déséquilibrer l'ordre du monde. Pour rester dans cette interaction perpétuelle, cet équilibre perpétuel et fondamental que la nature exprime et nous montre au quotidien. Donc ça, c'est intéressant. À partir de là, il y a une césure, moi, dans mon voyage, et c'est une césure alors, qui s'appelle le retour ou le départ de Tahiti, qui a été un pèlerinage énergétique personnel dans plusieurs villes de France, et un retour finalement au Maroc, pour notamment conclure ce que j'ai toujours su qu'il fallait que je conclue un jour, c'est-à-dire un travail sur l'intergénérationnel de ma famille. Et c'est à ce moment-là, c'est en revenant au Maroc, que j'ai retrouvé notamment le rapport au soufisme, le rapport surtout à l'astrologie et à l'héritage sumérien. Et ça a été une redécouverte de l'héritage perse, alors que je connaissais, mais pas du tout dans ces termes-là, et bien sûr parce que j'étais en train de me réapproprier des éléments sur l'astrologie. Et c'est intéressant quand on regarde ce que peut nous raconter, là encore, la cosmogonie sumérienne de notre société, de son histoire. C'est une organisation du monde par strates. Enfin, je vais dire, il y a des organisations des dieux, les Anunnaki, les dieux créateurs, le grand Dieu, en pyramide. Et aussi, par exemple, la place de l'astrologie qui va être née et créée pour mettre en fait par les prêtres. Donc déjà, c'est un héritage oral, un petit peu similaire à ce qu'on peut nous dire sur le Manu, les lois du Manu, pour pouvoir mieux aider en fait le gouverneur à orienter le peuple. Donc l'astrologie est un art de raconter les astres, c'est pas un art prédictif. Bien sûr, ça va être un art prédictif, mais la question c'est, quand on raconte quelque chose, c'est est-ce qu'on le prédit ou est-ce qu'on le crée dans l'imaginaire. Bien sûr, plus on s'intéresse à l'astrologie, plus on peut s'apercevoir qu'il y a un rythme des étoiles, et donc une cosmogonie, et donc une loi de l'univers, des lois de l'univers, et qu'à partir de ce récit, cette astrologie, logos, je raconte les astres, je peux mieux orienter la communauté pour qu'elle se sente bien. Et surtout, je peux mieux organiser la communauté avec des chefs des militaires, avec chacun une fonction. C'est dingue, on revient toujours à la même chose. Et c'est fou parce que, à travers, je trouve, cet héritage de la Sumérie, alors ça se dit pas, la Mésopotamie, pardon, moi, ça m'a permis de me reconnecter à la fois à un héritage donc hamazi et un héritage soufi, qui est très fort, bien sûr, au Maroc. Alors l'Amazie, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement fort, et il y a tellement de liens à la fois avec la cosmogonie égyptienne, la cosmogonie polynésienne, la cosmogonie aborigène, enfin c'est fou de voir tous les liens. Par contre, on retrouve effectivement le hasfel, le sacrifice, on retrouve le culte des dieux, on retrouve le tatouage, donc le fait d'inscrire sur sa peau une part de son histoire ou un symbole de protection, ça dépend de comment on place la symbolisme du tatouage, bien sûr, il y en a plusieurs, qui va se marier avec, alors plus ou moins bien, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment tout ceci s'est marié avec l'héritage à la fois soufi et l'héritage, bien sûr, de l'islam. Ce qui est intéressant dans le soufisme et la place du soufisme, notamment au Maroc, c'est de voir comment elle nous permet d'approcher la religion de l'islam avec, je trouve, une approche qui nous appartient plus en tant qu'être personnel, mais avec aussi les lois qui s'exercent, et donc une cohabitation. Bien sûr, c'est un point de vue personnel. Le soufisme, si on a une manière de le réduire aujourd'hui, c'est le derviche tourneur, mais je trouve qu'elle est très belle, en fait, cette manière de réduire le soufisme. Parce que c'est une danse, que c'est un homme ou une femme habillée en blanc qui va se connecter à son essence divine pour mieux se recentrer. Et c'est beau, c'est magnifique. Alors bien sûr, le soufisme est là aussi une approche beaucoup plus dense, beaucoup plus riche et bien plus profonde que cette image. Personnellement, j'avais
reçu en fait des enseignements soufisme grâce à mes amis, la famille marocaine, et notamment aussi des personnes venues alors d'Iran, venues du Liban, du Syrie, de Turquie, enfin voilà, tout un mélange lié à mon histoire. Je l'ai redécouvert aussi avec Soufi mon amour. Je trouve que ce livre est quand même formidable, même si là encore c'est une manière, on va dire résumée d'approcher le soufisme. Il y a énormément quand même de citations dans le livre, puis l'histoire est belle. Ou encore l'oracle de Rumi, qui permet de retrouver des textes de Rumi. Ça permet de se relier à la poésie, à l'importance du chant, de la poésie pour raconter des histoires, et donc du coup à toute la poésie pré-islamique qui existe dans la péninsule arabique au moment de la naissance du prophète et la formidable péripétie, aventure, voyage, mais aussi conversion et expansion d'une foi avec lequel nous témoigne en fait Mahomet, et aujourd'hui le texte dont il a un aspect à la fois règle, loi, mais aussi poétique, qui est le texte du Coran. Donc c'est intéressant de se dire que tous ces éléments participent à la structuration et à la construction d'une même, je trouve, société universelle, et non pas territorialisée, nationalisée, fermée, enfermée. La dernière, et c'est là où c'est drôle, dernière vraiment cosmogonie qui m'a marquée et qui est toujours en cours d'apprentissage chez moi, c'est les druides. C'est pour ça que c'est drôle, parce qu'en fait c'est Brocéliande, c'est Pimpon, c'est Concoret, c'est Guerre, et ça me fait rire parce qu'en fait c'est une des parts d'origine de ma famille paternelle. Donc c'est marrant de voir que voilà, je suis allée à Concoret, donc qui est près de Pimpon, très jeune, à l'âge de 17 ans. J'ai donc été en forêt de Brocéliande très jeune. J'ai adoré les arbres. Par contre, ça ne me parlait pas plus que ça. Bien sûr, je connaissais la table ronde, Merlin l'Enchanteur, Tristan et Iseult, la chanson de geste. J'ai pu l'étudier, etc. Mais l'approche en fait de cet héritage-là a été complètement opaque pour moi. Je continue de l'apprendre, donc pareil, je ne vais pas m'exprimer beaucoup dessus, mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que, par exemple, si on est simplement sur la représentation de Astérix, c'est de voir comment est organisé le village d'Astérix. Il y a un chef, il y a un druide, il y a un artiste, il y a un guerrier. Enfin, on retrouve en fait la caste qui est décrite chez les Indiens, chez les Polynésiens, chez les Sumériens. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Donc c'est intéressant de se dire que les cosmogonies, là encore, vont nous permettre de rentrer dans une structuration de la société, et derrière, une structuration de nous-mêmes. Et je vais pas parler des autres cosmogonies qui travaillent, mais bien sûr, il y a le taoïsme. Pareil, je ne vais pas en parler parce que je connais moins et c'est encore une découverte. Puis je commence à perdre ma voix. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout ceci construit des places, des natures, des archétypes. On revient sur Jung, sur le test que j'ai pu vous faire passer sur les personnalités de Jung, hein, le Myers-Briggs, le Human Design. Mais l'autre test dont on dit qu'il est héritier du soufisme, c'est l'énéagramme, qui nous parle de 9 personnalités. 9 personnalités, c'est la numérologie, c'est l'ensemble du cycle, donc c'est un cycle complet de connaissance de soi, et qui nous permet peut-être de mieux comprendre qui nous sommes, ou en tout cas d'essayer de capter des éléments qui nous sommes, mais toujours dans un même service, celui d'aller vers la loi collective et de se remettre au service de la loi collective. Alors je termine rapidement sur ce voyage qui m'a permis de raconter en fait moi comment la cosmogonie m'a permis de structurer des éléments de connaissance du moi, du soi, et surtout d'une connaissance d'une place vis-à-vis de la société et d'une contribution de lumière. C'est notamment un voyage initiatique qu'aujourd'hui j'organise autour de 12 voyages initiatiques, parce que le 12 est un chiffre parfait, parce que astrologie, parce que chevalier de la table ronde, chevalier du zodiaque, oui c'est ça, parce que les tables romaines, les travaux d'Hercule, c'est fou comment ce chiffre est structurant, parce que l'année est aujourd'hui structurée en 12 mois, et que même s'il y a encore des petits décalages sur les calculs scientifiques, sur
la révolution des équinoxes, enfin bref, notre ajustement temporel à une loi de l'univers et à un transit de la Terre autour du Soleil qui est dans sa force et sa majesté, eh bien, me permet de dire que oui, finalement, pousser 12 portes, faire 12 voyages symboliques, initiatiques ou réels, à mon sens, nous permettent d'avoir cette boussole, cette connaissance du soi, de rentrer dans cette anthropologie. Alors du soi, c'est inutile de le dire, parce que je pense que si on est sur la notion de qu'est-ce que c'est l'anthropologie, c'est l'étude de l'anthropos, donc du soi de l'homme. Est-ce qu'on est là pour véritablement être dans l'anthropologie de l'homme? Oui, pour comprendre son évolution dans l'histoire. En tant que personne, oui, nous sommes tous anthropologues, c'est ça. Je dirais que nous sommes tous plus ou moins à différents niveaux, bien sûr, mais ce que nous apprend là encore la connaissance du soi, le développement personnel, c'est que nous pouvons apprendre à nous connaître, à comprendre qui nous sommes, notre temple, notre maison, pour déjà arrêter de voyager, arrêter d'être en quête de quelque chose qui nous manque, donc d'être stable, ancré, heureux, bien, et surtout plus lumineux, plus dans la transmission, le partage, l'action, peu importe qui on est. On rappelle l'importance du guerrier, par exemple, le créateur, l'inspirateur, le sage, pardon. Ah zut, je le vois, Assurance Tourix, l'artiste incompris, qui chante et qui réveille tout le monde, et qui pour autant est important dans le fonctionnement du village. Donc on en revient sur l'expression de son plein potentiel, qui permet d'aller vers le collectif. Et donc ce mouvement finalement de balancier, mais je dirais aussi d'entonnoir, c'est-à-dire le collectif nous propose des modalités de fonctionnement parce qu'elles traduisent un fonctionnement de l'univers. La question c'est est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Question. À partir de là, j'utilise ces outils-là pour mieux me comprendre, mieux me trouver. Une fois que je me veux trouver, je renvoie mon propre entonnoir, mon propre rayon vers l'extérieur. Et par ma spiritualité, par mon homo spiritus, je peux mieux participer à cette société. Et bien sûr, je vais terminer en ouvrant sur l'enjeu de mon intelligence individuelle, mon intelligence spirituelle, mon intelligence émotionnelle, va participer notamment à une société qui aujourd'hui est en transition sur plein de choses, et notamment une transition de l'intelligence artificielle. Je trouve que, moi, tout le développement personnel, tous ces éléments que je partage, c'est véritablement de poser la question de à quoi sert cette intelligence artificielle. De toute façon, c'est même pas la question de se poser la question à quoi elle sert, on sait à quoi elle sert. La question, c'est comment on va être en interaction avec elle, puisqu'elle va aller dans une connaissance du nous et même de soi qui va être beaucoup plus accélérée, plus documentée, informée que nous. Je veux dire, le robot va être capable de mieux connaître, par exemple, pourquoi j'ai telle maladie, pourquoi j'ai telle émotion, pourquoi je suis gros. Enfin, je veux dire, voilà, on est sur une révolution profonde par la data, par la donnée. Ça reste une machine. Donc moi, par rapport à cette intelligence artificielle, comment je me projette, et je vais continuer de la nourrir pour qu'elle reste à mon service. La question, c'est à quel point je serai aussi à son service. Moi, ça me fait une petite... je vais terminer là-dessus avec l'anecdote. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'étais dans une très très grosse production littéraire. Je pense que c'est souvent comme ça que ça se passe quand on est jeune. J'étais en résistance parce que je me sentais forcée de faire des études, notamment de prépa et d'histoire, avant de pouvoir enfin rentrer dans la com. Ma manière de résister, ça a été d'écrire des livres, et notamment un livre où je parle, on parle de ça, c'est en 2002. Je parle de l'invasion des robots qui veulent détruire l'humain parce qu'ils se retournent contre l'humain, et qui sauvent l'humain des déchets. Donc c'est assez drôle, je pense souvent à ce roman, et je me dis que oui, il était visionnaire. Voilà, donc c'est une manière de terminer cette transmission, ce partage, et d'ouvrir sur finalement en quoi la connaissance de toi, la connaissance de soi, va te permettre d'aller vers ce potentiel de ton homo spiritus,
J'aurais envie de dire, quand je le prononce comme ça, de ton homo chorus, c'est-à-dire l'homme, la femme que tu es dans ton cœur. Et dans ton cœur d'émotions, qui ressent ce sacré, qui ressent cet invisible, et qui en fait un lien authentique. Sur ce, à bientôt. Nana, comme on dit en Polynésie.